On se sent trahi parce qu'on imaginait que l'eau potable, par exemple, qui sort du robinet, elle est nickel, c'est le bien le plus contrôlé. Qu'est-ce qu'on a contrôlé? On a beaucoup parlé des normes avec les PFAS. Est-ce que ça a un sens scientifiquement de dire qu'à 101 nanogrammes, il faut fermer le robinet parce que c'est dangereux pour la santé, et à 99, on est en dessous de la norme alors que c'est bien? Alors qu'on sait que les perturbateurs endocriniens, ce sont des substances qui n'ont pas d'effet de seuil. Donc de toute façon, une molécule, c'est déjà un effet. Céline, Sébastien, bienvenue sur cette chaîne qui s'appelle Limite. Bienvenue à vous aussi. Nous allons parler pesticides et plus et affinités. C'est la première fois qu'on aborde ça sur cette chaîne. Donc n'hésitez surtout pas à liker, commenter, vous abonner, c'est important. Si vous nous regardez sur YouTube ou vous nous écoutez sur Spotify, en podcast, etc. Et vraiment, si vous sentez l'énergie, la volonté de nous filer un coup de main plus fort qui nous permet de réaliser ce genre de vidéos, n'hésitez surtout pas à nous aider sur le Tipeee. Les liens sont en description. Voilà, saupoudrez de votre magie, même 1 euro, 2 euros par mois, vous n'imaginez pas à quel point c'est d'une utilité gigantesque. Voilà, objectif atteindre les 100 000 abonnés à la fin de l'année, et votre abonnement aussi va être très important. Ça permettra de mettre en lumière tous ces sujets qu'on aborde très peu et surtout en profondeur. Céline et Sébastien, alors c'est rare que nous faisions des talks avec 2 personnes. Est-ce que vous pouvez, à tour de rôle, vous présenter, nous expliquer de ma façon succincte un petit peu qu'est-ce que vous avez fait dans la vie et qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à être devant moi et devant nos spectateurs? Donc moi, à la base, je suis infirmière pédiatrique de formation, et ensuite j'ai travaillé sur le terrain, principalement en néonatologie, donc avec les prématurés, les bébés qui ont des problèmes à la naissance. Et puis assez rapidement, j'ai recommencé une formation en santé publique, un master en santé publique. Et puis je me suis lancée aussi dans l'enseignement. Pourquoi? Parce que très vite, c'est vrai que j'ai fort été intéressée par les aspects préventifs. Je me suis quand même pas mal posé de questions par rapport aux causes de la prématurité, aux causes des pathologies pédiatriques qu'on rencontrait beaucoup sur le terrain. Et c'est vrai que très souvent, tu retrouves des origines environnementales dans de nombreuses pathologies. La prématurité, par exemple, les maladies chroniques chez les enfants, l'asthme, le diabète, le surpoids, etc. Et donc, de fil en aiguille, comme j'étais en plus chargée du cours de santé publique, j'ai eu envie de me former en fait en santé environnementale, et donc j'ai entrepris une formation, notamment à l'Université de Liège, et puis aussi en France, à l'Université de Montpellier, où là j'ai suivi un DU en médecine environnementale. Et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré pas mal de personnes, dont notamment des collègues médecins aussi qui travaillent dans la cellule environnement de la Société scientifique de médecine générale. Et donc j'ai rejoint cette cellule et avec laquelle on fait tout un travail de prévention, de sensibilisation, en premier lieu des professionnels de la santé, mais aussi du grand public. Et puis on a aussi un rôle de plaidoyer que l'on a l'occasion de faire pas mal ces derniers temps. Pour moi, en tout cas, la raison pour laquelle on est là à 2, c'est parce que justement, récemment, on a initié un appel, en fait, un appel contre les pesticides, un appel des professionnels de la santé. Et donc, si on est là à 2, c'est pour montrer aussi que derrière, c'est un collectif, c'est pas une seule personne, c'est vraiment plusieurs professionnels de la santé en interdisciplinarité, donc médecins, infirmières, sages-femmes, autres, qui lancent cet appel, quoi. Oui, à ce propos-là, je pense que si on est 2 aujourd'hui, c'est de 1 parce qu'en santé-environnement, il n'y a pas de réel expert total dans une matière. Ça touche à tellement de domaines qu'il faudrait cumuler une vingtaine de diplômes différents. Il faudrait être géologue, climatologue, médecin, pour vraiment pouvoir répondre et dire qu'on est l'expert de telle matière. En fait, il faut cumuler plein de diplômes, ce qui ne facilite pas aussi le syndrome de l'imposteur dans ce genre de questions qui touchent à l'environnement. On a souvent l'impression que c'est pas nous l'expert ou que peut-être quelqu'un d'autre, et donc on se renvoie la balle. Et les scientifiques qui aiment bien être vraiment ultra précis ont un peu parfois ce syndrome de l'imposteur qui les empêche de vouloir aller plus loin. Si je me suis intéressé à la médecine environnementale, c'est parce que, de base, du coup, je suis médecin généraliste. Petit à petit, en travaillant, forcément, je me suis rendu compte que les 3/4 de mes consultations, c'est en fait des consultations pour guérir des maladies qu'entre guillemets, c'est pas des maladies qui sortent de nulle part, c'est en fait des maladies chroniques à cause de nos expositions et de nos styles de vie. J'avais l'impression d'être comme dans un bateau qui prend l'eau, et à la place de chercher où est la fuite et d'essayer de boucher la fuite, d'écoper avec un minuscule petit gobelet comme un fou, comme beaucoup de médecins généralistes, et d'être dans le délire de faire un maximum de consultations, pas forcément que pour l'argent, mais pour peut-être se sentir utile, avoir l'impression d'aider ou de sauver beaucoup de gens, mais tout ça sans jamais se poser la question de la cause. Alors qu'au final, on sait très bien que la plupart des pathologies de nos jours, de 1, c'est des maladies chroniques,
Donc c'est des maladies qui sont liées à notre style de vie. Et en plus de ça, beaucoup, un quart, selon l'OMS, a une origine exclusivement environnementale. Donc tout ce qui nous entoure, hein. C'est l'eau, le réchauffement climatique, les polluants et des choses comme ça. Donc ça m'a donné envie petit à petit, évidemment, de m'intéresser plutôt à la cause du problème que on va dire de brasser du vent ou de pédaler dans la choucroute. Moi, j'essaie de savoir où est-ce qu'on en est à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, dans l'usage des pesticides. Alors, pesticides, forcément, pour expliquer très rapidement ce qu'est un pesticide, c'est ce qui nous permet de manger, hein, ce qui permet d'éviter certains ravageurs, certains insectes, de manger notre nourriture. Donc, ça fait depuis la Révolution verte, je pense qu'on en utilise massivement, hein. Donc l'agrochimie s'en est mêlée pour pouvoir faire en sorte de pulvériser massivement. Je voudrais un petit peu connaître l'état des lieux. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, en Belgique, en France, en Europe, dans le reste du monde, parce que les lois ne sont pas les mêmes, en termes d'usage des pesticides, et au final de produits qu'on mange, qui viennent de très loin, où aussi il y a beaucoup plus de pesticides qui ont été appliqués que chez nous, par exemple, un produit, on va dire, plus local. C'est vrai que, donc, au niveau mondial, hein, en gros, hein, même si les chiffres, c'est parfois difficile de se les représenter, mais on est plus ou moins à 3 millions de tonnes en fait, de pesticides utilisés par an, hein, à l'échelle mondiale. Et quand on dit là les pesticides, on parle des molécules actives uniquement, hein, 3 millions de tonnes. En Europe, on est à quelques centaines donc, de milliers de tonnes. Et en Belgique, pour te donner une idée, là aussi, on est autour de 5500 tonnes. En fait, ça varie depuis les années 90. Hein, on est entre 5000 et 7000 tonnes en moyenne par an en Belgique. Et donc, c'est vrai qu'on pourrait se dire, on s'attendrait à ce qu'il y ait une diminution, mais pas vraiment significative. Quand on voit les chiffres, c'est surtout en fait chez les non-professionnels, donc les non-agriculteurs, que là on voit une diminution. Mais chez les professionnels, en fait, on oscille vraiment entre 5000 et 7000 tonnes par an de pesticides. Encore une fois, là, des molécules actives uniquement. Donc ça ne tient pas compte de tout ce qui est ajouté à la molécule active, hein, les coformulants. Donc ça, c'est pour te situer un peu la problématique. Et donc c'est vrai que quand on voit à l'échelle européenne, depuis les années 90, on a augmenté plus ou moins d'1%, alors qu'à l'échelle mondiale, bien plus. Et donc c'est vrai qu'on pourrait se dire, ça va, on s'est stabilisé, mais en fait l'idée c'est quand même de pouvoir diminuer, puisqu'on sait qu'à un moment donné, les impacts aussi bien sur la faune, la flore, sur la santé humaine sont là, hein, le constat est là. En plus, et tu le sais bien, au niveau pollution chimique, on a dépassé une ligne rouge, hein, on a franchi cette limite, et donc on ne peut plus en ajouter en fait. Or, les pesticides, ils sont aussi bien dans les sols, dans les eaux, et évidemment dans les organismes, dans les végétaux, dans les animaux, et puis chez les êtres humains également. Et donc là, on peut plus en ajouter en fait. Ce qui complique la chose aussi, simplement dans l'analyse de l'état des lieux, on en est où, c'est que c'est pas toujours une question de tonnes. Du coup, parfois on va parler de tonnes à l'hectare, donc en fonction de la superficie, et puis c'est une question de quels pesticides on va aussi utiliser. Parce que c'est bien facile de dire par exemple, il y a une réduction de tonnes à l'hectare par exemple, mais si le pesticide est beaucoup plus puissant ou reste beaucoup plus dans l'environnement, avec un peu moins de centilitres ou de millilitres ou de litres, voilà. C'est pas des mains, c'est une bonne nouvelle au final, oui. Ouais. Et donc en fonction des indicateurs utilisés, des normes à respecter, il faut toujours aller dans le détail pour ces choses-là. Ce qui n'est pas facile pour le commun des mortels non plus. Les pesticides, j'ignorais qu'on en arrosait encore autant en Belgique. Et on a fait un tournage pour un documentaire qui s'appelle Même pas peur. Et ce tournage, on a dû tourner une scène au milieu d'un champ. On a pris un champ au hasard, champ de blé, on a été dedans. Et j'ai commencé à me gratter. Ma fille a commencé à se gratter. Mon fils a commencé à se gratter. Et même ma chérie, après, a commencé à se gratter. Et on avait des sortes de plaques au niveau de nos avant-bras et de nos jambes. On est sorti de là, on s'est posé la question, est-ce qu'il s'agissait de pesticides? Est-ce que les pesticides font ça? Ou est-ce qu'il y avait un autre truc qui nous a... Enfin, je sais pas, c'était virulent d'un coup. Et je me suis posé la question. Alors, en regardant sur Internet, j'ai vu que c'était la période où ils balançaient les pesticides, justement. Est-ce que c'est lié à ça? Ou est-ce qu'on peut avoir un impact direct en tant qu'humain quand on va directement dans un endroit où il y a eu des pesticides qui ont été balancés? C'est peut-être l'occasion de parler des différentes voies d'exposition. Tu vois, aux pesticides, on peut y être exposé simplement en respirant. Hein, par exemple, les riverains des grands champs cultivés en monoculture qui vont être pulvérisés, eux, sont exposés aussi par voie inhalée. Mais après, il ne faut pas oublier aussi que quand les pesticides sont pulvérisés, il y a en fait une toute petite partie qui atteint directement la cible. En fait, et ça, c'est pas très connu, mais la grande majorité du produit, en fait, va soit se volatiliser, hein, soit retomber ou être, je vais dire, transporté un peu plus loin. Et en fait, donc ça veut dire que
C'est pour ça, en fait, finalement, les effets sur l'environnement, sur la santé, ils découlent aussi du fait qu'on va y être exposé par voie inhalée, par voie, évidemment, d'ingestion quand on va manger des aliments contaminés, mais aussi par voie cutanée. Et donc, j'en reviens à ta question. Évidemment, c'est difficile, là, de dire c'était ça, hein, de mettre en évidence ce lien de cause à effet. Même les réalisateurs, ça a commencé à leur piquer, quoi. Alors, on s'est dit, les gars, il n'y avait pas d'insectes, il n'y avait pas un seul insecte, hein, je tiens quand même à le préciser. Et pourtant, je suis le seul allergique dans la famille. Donc là, ça nous a un peu interpellés quand même. Mais voilà. La voie cutanée est aussi une voie d'exposition, hein, clairement. Donc, je voulais juste rajouter à propos de ça, du coup, pour d'autres produits chimiques aussi que les pesticides, si on regarde évidemment sur la notice de la bouteille, il y a souvent écrit que c'est un produit irritant. Donc si vous touchez toutes les herbes sur lesquelles il y a le produit, vous allez être irrité parce que tu disais que vous tous ensemble avez eu des plaques. En effet, j'allais dire c'est un peu improbable que tous aient une réaction allergique d'un coup. Alors c'est toujours possible d'être allergique à tout, hein. Donc éventuellement aux pesticides ou même à la plante en elle-même. Moi et toute l'équipe technique. Tous les 4 d'un coup, c'est bizarre. Les 4 plus l'équipe technique après. Et l'équipe technique, donc c'est que c'est un produit qui est irritant si on lit la bouteille et que vous avez tous été vous frotter avec ce produit. Pourquoi les pesticides ? Qu'est-ce qui a fait qu'on soit arrivé aujourd'hui à utiliser autant massivement des pesticides ? Il y avait d'autres solutions quand même. Et pourquoi est-ce que c'est seulement aujourd'hui qu'on se réveille du fait qu'on mange nous-mêmes au quotidien des pesticides ? Je mange une pomme, je mange quelque chose, il y a des traces dessus, même si on lave, ça change pas grand-chose. Hein. Ce serait aussi à l'intérieur de la formation, au moment où la poire grandit, donc on a beau la laver, parce que c'est ce qu'on fait depuis longtemps, on nous dit oui, lavez vos fruits et légumes avant. C'est quand même à l'intérieur que ça se retrouve aussi, donc on la gère quand même. Qu'est-ce qui s'est passé qu'on en arrive là, en fait ? Ça, c'est interroger nos systèmes alimentaires, en fait. Et tu as parlé tantôt de la révolution verte. À un moment donné, on a voulu augmenter les rendements, hein, et donc on a vraiment transformé les systèmes de production. Et on est maintenant dans des systèmes de production beaucoup plus intensifs. Hein, on le sait, hein, il suffit d'aller en zone rurale, tu vois vraiment les grandes étendues de champs cultivés en monoculture. Tu as beaucoup moins de diversité dans ce qui va être produit. Pareil pour l'élevage intensif, où tu as vraiment un élevage vraiment de certaines races en particulier. Et donc, en fait, tout ça pour augmenter la productivité, le rendement. Et donc, on a introduit évidemment des pesticides et puis des engrais, hein, pour améliorer encore une fois la productivité. Et il faut aussi parler du contexte des systèmes alimentaires qui sont maintenant mondialisés. On a vraiment une production intensive de certains aliments qui vont en fait être utilisés par l'industrie agroalimentaire. Et en fait, l'industrie agroalimentaire a besoin de produits assez standardisés, je vais dire, tu vois, qui ont une qualité identique tout au long de l'année et qui soient disponibles tout le temps, qui se conservent très bien. Et donc, évidemment, l'agriculture a répondu, entre guillemets, à cette demande, parce que tu vois, en matière d'aliments, il faut quand même le dire, c'est vraiment l'offre qui crée la demande, hein. Et donc, à un moment donné, l'industrie agroalimentaire a mis à disposition toute une série de produits ultra transformés. Et quand on cherche un peu, qu'est-ce qui compose ces produits, c'est souvent la même chose. Tu as par exemple du sirop de glucose, tu as des farines transformées de soja, etc. Et ça, donc, ça a stimulé une agriculture intensive qui a produit donc de manière préférentielle ces produits, ces aliments. Tu vois, par exemple, à l'échelle ici de la Belgique, on sait qu'on est sur un système vraiment en monoculture, exportateur, avec les plus grandes cultures industrielles, c'est la pomme de terre, c'est la betterave sucrière. Mais bon, on ne mange pas ça tous les jours, donc c'est principalement destiné à l'export. Et alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une très grosse partie, quasiment les 3/4 de ce qui est produit, qui est destiné à l'élevage. Des surfaces, 3/4 qui sont destinées à l'élevage. Et alors, une grosse proportion des grains qu'on produit sur le territoire belge sont destinés aussi à la nourriture pour animaux. Il y a à peine 10% qui va être destiné à l'alimentation humaine. Le reste va aussi servir à générer de l'énergie, hein, et le reste est exporté. Voilà, il faut remettre ça dans son contexte, parce que c'est vrai que souvent, ici, dans la crise agricole, on a pointé les agriculteurs en disant ouais, ils pulvérisent, et donc on véhicule une image assez négative, mais en fait, c'est parce qu'on est dans un système alimentaire, un système d'industrie alimentaire qui stimule cette agriculture-là. Pousse au résultat, qui pousse à la croissance économique aussi. Exactement. Donc ça permet d'assurer, on va dire, son capital. C'est des pesticides. Parce que si maintenant il y a la moitié qui part à cause d'une espèce ravageur, je sais pas, il y a des sauterelles qui se pointent, comme ça peut se passer dans certaines zones du monde, alors c'est la ferme en tant que telle qui s'effondre. On va parler un peu de Monsanto, ça m'intéresse, le fameux Roundup. J'ai vu des études particulières, mais comme quoi on en ferait de trop sur les histoires de Roundup Monsanto, que c'est pas vraiment là
quel danger? Je voulais un petit peu avoir votre feeling là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on fait autant de bruit sur le fameux Roundup là depuis quelques temps? Pour revenir à ta question par rapport aux agriculteurs, en fait, il faut se dire là aussi que qui est vulnérable en particulier aujourd'hui par rapport aux impacts des pesticides, c'est clairement les personnes qui les manipulent le plus. Donc ce sont les agriculteurs, les premières victimes, mais aussi les fœtus et les enfants. Et donc, parce que ça, on a tendance à l'oublier aussi. En fait, il y a des périodes de vulnérabilité majeures. Et donc, en fait, c'est vrai que par rapport aux agriculteurs, aujourd'hui, il y a quand même, quand tu vois les travaux de l'INSERM, qui est vraiment un travail colossal, qui s'appelle l'expertise collective de l'INSERM, qui est basée sur l'analyse de plus de 5300 documents scientifiques, plus des recherches complémentaires, donc autant dire que c'est vachement vastos au niveau de preuve. Mais on voit qu'il y a des liens évidents et des liens forts de présomption par rapport au risque de l'exposition des professionnels donc, du secteur agricole et l'émergence de certaines pathologies, donc les lymphomes non-Hodgkiniens, les myélomes, la maladie Parkinson, qui est une maladie professionnelle en France pour le secteur agricole. Tu as aussi le cancer de la prostate notamment, où là le lien de présomption est fort. La BPC. Oui. Voilà. Et donc, à côté de ça, c'est vrai que pour la population générale, là aussi, il y a des études, mais elle montre que les périodes de vulnérabilité, comme la grossesse et la petite enfance, sont vraiment des périodes de sensibilité majeure et que là aussi, c'est mis en lien avec pas mal de pathologies chez l'enfant, notamment des troubles neurodéveloppementaux. Là, il y a quand même vraiment un bon niveau de preuve aussi. Aussi, les leucémies et les tumeurs du système nerveux central. Donc pour ces pathologies-là, aujourd'hui, il y a des liens qui sont faits. On a les données scientifiques. Et donc c'est pour un peu répondre à ta question. Évidemment, là tu prenais l'exemple du Roundup, mais le Roundup, voilà, c'est la formulation du glyphosate. Oui. Mais là aussi, le glyphosate, on en a beaucoup parlé dernièrement puisqu'il vient d'être réautorisé pour 10 ans. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a une étude de l'ANSES qui est restée un peu secrète et qui en fait date de 2016, qui vient de ressortir il y a quelques mois, qui montrait là aussi, les experts mettaient en garde en disant mais en fait, on veut plus d'évaluation de risque. Enfin, on veut optimiser l'évaluation de risque parce qu'ils estimaient que l'évaluation de risque n'était pas suffisante. Ils demandaient aussi des tests notamment en in vivo, alors que là, c'était uniquement in vitro. Et tout ça pour dire que, en fait, la toxicité, les modes d'action des molécules, etc., ils sont connus. Et puis alors, le Roundup, si tu veux, ça c'est la formulation. Et dans le Roundup, il y a aussi pas mal de problèmes. C'est-à-dire que tu retrouves des hydrocarbures, tu retrouves des métaux lourds, du cadmium, du nickel, du plomb. C'est pas anodin, quoi. Donc, c'est des hydrocarbures qu'on va, en fait, pulvérisés sur les sols. Ça les tue. Ah oui, ce sont des biocides en eux-mêmes. Donc les hydrocarbures, c'est des biocides. Il faut appeler un chat un chat. Les métaux lourds également. Biocide, c'est quand ça tue la vie. Alors on peut facilement, intuitivement se dire que si c'est mauvais pour les petites bêtes, c'est quand même probablement pas très bon pour nous non plus. Après, tous les pesticides ne sont pas d'office très mauvais pour la santé, mais c'est très compliqué en fait dans des études de prouver un lien direct et évident entre l'exposition à un des pesticides, puisque le glyphosate c'est juste évidemment un exemple sur lequel on focus comme un peu l'épiphase en ce moment, mais tout ça c'est des centaines de pesticides, je pense. Combien de centaines en Belgique ? Il y en a plus ou moins 800. Voilà, 800, donc ici on parle juste du glyphosate, mais voilà. C'est très compliqué, pourquoi ? Parce que déjà il y a une latence entre le moment où on a été exposé et les faits. Alors toi qui te baladais dans un terrain, c'est facile, tu t'es baladé, tu t'es frotté aux herbes et c'est quelques secondes ou minutes après que tu as eu le problème. Mais quand tu as un lymphome, c'est quelques dizaines d'années plus tard. Et si on analyse dans le sang à ce moment-là, éventuellement la présence d'un pesticide chez l'agriculteur qui a le lymphome, probablement qu'il n'y en a peut-être plus. Parce qu'en fait, ça fait tellement longtemps qu'il est plus exposé, qu'il est à la retraite, ou qu'il a changé, c'est un autre pesticide maintenant. Et donc, on ne saura pas retrouver dans son sang le pesticide qu'on suspecte. Alors évidemment, si on ne sait pas faire le lien entre les deux, ça ne va pas être corrélé dans une étude. En plus de ça, il y a des études qui sont faites avant la mise sur le marché pour les pesticides. Et bien souvent, ces études-là, elles sont faites par le producteur lui-même du pesticide. D'accord. Alors, évidemment, là, il y a un conflit d'intérêts majeur. Et puis, il ne peut pas étudier non plus son produit sur effet à 10, 20 ans, c'est 30 ça. ans. Les études sont souvent à court terme. Et alors, donc certainement pas à moyen terme, pas à long terme. On étudie juste avec une substance, alors que nous, on est exposé, on disait, il y a déjà 800 pesticides, mais il y a bien d'autres polluants aussi. Donc, on est vraiment un cocktail ambulant de pesticides. Dans le cordon ombilical d'un enfant qui naît aujourd'hui, il y a à peu près 300 substances chimiques qui n'ont rien à faire là, qu'on appelle xénobiotiques. Déjà dans le sang du cordon. Donc en fait, via l'exposition à la mer. Et donc vous imaginez l'effet cocktail. Et ça, on n'en a aucune idée des effets pour l'instant. On est vraiment dans le flou total. On sait par exemple que
une substance, disons un pesticide, pourrait aller augmenter de 100, 200, 300 fois l'effet d'un perturbateur endocrinien. Mais si on n'étudie que l'effet du perturbateur endocrinien sans prendre par exemple en lien ce pesticide-là, on n'a aucune idée de l'effet réel. On va simplement voir l'effet du perturbateur endocrinien là. Tu peux me faire un contexte? Perturbateur endocrinien, c'est quoi? Un perturbateur endocrinien, c'est une substance ou un mélange de substances qui va venir en fait perturber le système hormonal de la personne qui est exposée. Donc nous, dans notre corps, on a des glandes qui travaillent avec des hormones et on a surtout besoin de ça évidemment pendant le développement. Donc quand on est dans le ventre de maman et un petit peu après, là c'est vraiment la période d'exposition auquel il ne faut pas toucher aux hormones des gens. Et donc ces perturbateurs endocriniens, en fait, c'est des substances qui vont un petit peu mimer l'effet de l'hormone et venir perturber tout ça. Alors les perturbateurs endocriniens, on les retrouve dans différentes familles en fait de substances chimiques, hein. On les retrouve dans des plastiques, on va les retrouver dans des cosmétiques, on va les retrouver dans les fauteuils, on va les retrouver dans des pesticides. Il y a une bonne partie quand même des pesticides qui sont des perturbateurs endocriniens. Le principe actif ou même les coformulants, de choses qu'on met avec dans la formule. Et donc, une partie des pesticides sont perturbateurs endocriniens et vont venir perturber le système hormonal. Et on retrouve donc des effets sur la santé, évidemment, liés rien qu'à cet effet-là, comme des problèmes de thyroïde, des problèmes métaboliques, d'obésité, de diabète de type 2 et toutes ces choses-là. C'est intéressant, du coup, de partir sur les perturbateurs endocriniens, parce que aujourd'hui, on est en train de démontrer, on va parler des PFAS aussi, hein, tout ça c'est important, mais avec tout ce fameux cocktail dans lequel on est littéralement en train de nager, dont on parle seulement que maintenant, ce qui m'effraie un petit peu de me dire qu'on n'en parle que maintenant, hein. On voit qu'il y a un phénomène qui est en train de se produire, c'est que les spermatozoïdes des hommes sont en train de moins gesticuler qu'avant, qu'il y en a 2 fois moins. Ça veut dire que tout ce cocktail est capable en fait de nous retrouver comme dans le film Children of Men, pour ceux qui l'ont pas vu. C'est un film dans lequel les gens n'arrivent plus à avoir des enfants et on entend beaucoup de personnes qui parlent de... Alors, j'ai pas de chiffres exacts, c'est purement au doigt mouillé, donc tout ceci ne relève pas du méthode scientifique, bien entendu, mais de gens qui se plaignent d'avoir difficile à avoir des enfants. De plus en plus, en tout cas dans les pays de l'OCDE. Je voulais pas avoir votre retour là-dessus. Oui, c'est sûr, mais en fait, oui, et il y a des chiffres, en fait. Si tu veux, on parle d'une diminution de 50% du nombre de spermatozoïdes dans le sperme en 50 ans. C'est immense, hein, quand on y pense, Oui, c'est oui, immense. Hein. Tout à fait. Sur l'histoire humaine, sur l'échelle humaine, enfin sur l'échelle récente où on calcule ça, on peut le faire. La diviser par 2 en 50 ans, c'est... Mais pas partout sur Terre de la même façon. En fonction de notre culture et notre mode de vie, en fait, c'est pas la même chose partout. Donc ici, on va surtout parler de nos sociétés. Là, il y a une diminution drastique de 50%, et c'est à peu près, ça on continue, hein, à diminuer de 1% par an. Et ça s'accélère, en fait. Oui, oui. Attends, mais tu diminues de 1% par an, on a fait moins 50%. Ben, on était dans une quantité 100, on arrive à une quantité 50, 1% par an. Mais dans 50 ans, il n'y a plus rien. Ben, c'est pas tout à fait vrai, parce que du coup, tu disais bientôt on ne saura plus faire d'enfants. Pour moi, c'est clair que je le vois dans la vraie vie. Il y a quand même de plus en plus de problèmes de fertilité. Mais quand on a accès au système de santé, et donc ça implique que c'est aussi certaines populations socio-économiques, eh ben on va aller profiter du système de santé pour faire des procréations médicalement assistées et des choses comme ça. Donc même si on a dans nos 1000 spermatozoïdes que 2 ou 3 qui fonctionnent, ce qui est évidemment dramatique, et qui donc naturellement ne fonctionneraient pas, eh ben on va aller savoir les chercher artificiellement, mais ça c'est valable que pour une partie de la population. Oui, c'est ça, ceux qui ont les moyens, qui peuvent se le permettre. C'est qui les personnes les plus exposées à cette chute actuelle des spermatozoïdes? Quelle catégorie socio-économique? Il y a quand même d'autres facteurs aussi, évidemment, ne mélangeons pas tout, qui favorisent, qui provoquent une diminution de la fertilité. Mais les perturbateurs endocriniens et les polluants et les pesticides, tout ça ensemble, sont une des causes qui expliquent. Quand dans les études, on prend différents paramètres en compte et qu'on garde certains paramètres identiques d'une population à une autre, c'est clair que notre façon de vivre et l'exposition à différents polluants sont un facteur qui explique cette perte de fertilité. J'ajouterais aussi au niveau comportemental, là il y a pas mal d'études qui existent, si tu veux, où on montre vraiment que le fait qu'un homme consomme beaucoup d'aliments ultra transformés, une alimentation très industrielle, ça a un impact direct sur sa fertilité aussi. De même que l'exposition à certains pesticides également. Hein. C'est intéressant parce qu'en fait, on a l'impression que, forcément, vous avez du recul, tout va
très vite, l'information va de plus en plus vite, les technologies permettent de faire plus de choses en un minimum de temps, et que l'être humain se complaît dans cette situation. S'il peut faire quelque chose en faisant le moins d'efforts possible, il le fera, c'est quelque chose qui est assez inscrit en nous. Et qu'aujourd'hui, la nourriture extrêmement transformée, ça tourne énormément dans des pays où le secteur tertiaire est extrêmement développé, où on n'a pas le temps. Il faut aller chercher les enfants, il faut se dépêcher, les déposer à tel endroit, ensuite... Et quand on arrive à la maison, il faut que ça speed, quoi. Ça demande un ralentissement, juste prendre le temps d'aller faire ses courses. Il y a des gens qui n'ont plus le temps de ça, et j'ai l'impression qu'il y a une jeune génération qui est dopée justement à accéder à des choses rapidement, efficacement, qui n'apprennent pas forcément la cuisine. Alors attention, c'est pas propre à tout le monde, bien entendu, on va pas faire de généralité. Ça veut dire que pour réduire ces perturbateurs endocriniens, ça veut dire que pour réduire l'exposition aux pesticides, ça veut dire que pour en fait essayer d'être en meilleure santé, il va être important, j'enfonce une porte ouverte éventuellement, de ralentir et de réapprendre à cuisiner, de réapprendre à choisir ses produits. Est-ce que c'est possible pour des gens qui vivent dans la précarité, où les produits transformés sont les moins chers? Très bonne question. Mais c'est ça, et c'est tout l'enjeu, parce que nous, on veut vraiment éviter aussi les discours qui sont uniquement basés sur la responsabilisation individuelle. Parce que, comme tu viens de le dire, clairement, tous les indicateurs le montrent, il y a vraiment un gradient social très important. Donc tu peux être certain qu'on va avoir accès à une nourriture de moindre qualité dans les milieux plus précarisés, par exemple. Et comme je l'ai dit tantôt, en matière d'alimentation, c'est vraiment l'offre qui crée la demande. D'autant plus que les aliments ultra transformés sont souvent ultra compétitifs en termes de prix. Et donc, c'est complètement illusoire, en fait, à un moment donné, de dire on sait que ça ne viendra pas de l'offre. On peut, évidemment, on peut leur dire, essayez de consommer des aliments plus bruts, moins transformés, etc. Mais, sincèrement, qui va pouvoir se le permettre? Qui a aussi compris l'enjeu de santé qu'il y a derrière? Parce qu'il y a une question aussi de littératie en santé. Tu vois, en Belgique, le niveau de littératie en santé, il n'est pas terrible. C'est-à-dire que les gens sont très peu aptes, finalement, à comprendre l'impact qu'ont leur mode de consommation sur leur santé. On a été un petit peu dépossédés, si tu veux, de tout ça. Qu'est-ce que c'est bien manger? On n'en parle plus beaucoup, en fait. Quand je vois dans certaines écoles, là aussi, on ne va pas faire de généralité, mais dans certaines écoles, l'offre alimentaire, c'est une catastrophe. Il y a libre accès soda à toutes les heures de la journée. Le repas de midi, c'est de l'ultra transformé. Il n'y a pas de légumes, pas de fruits. C'est assez catastrophique. Et donc, tu vois, à partir du moment où même dans les lieux d'enseignement, désolé, on mange mal, il ne faut pas s'attendre à des miracles non plus. C'est ça. Donc, c'est tout un système, en fait, à transformer. Mais moi, je trouve qu'il faut vraiment éviter l'écueil de mettre toute la responsabilité sur l'individu, parce que là, on va augmenter les inégalités sociales. Et c'est vraiment pas ça qu'on veut. Mais par contre, il faut évidemment qu'il y ait des mesures politiques qui soient prises pour garantir l'accès à tout le monde à une alimentation de qualité. Et là, on n'y est pas du tout. En médecine, on parle souvent de choix éclairé du patient. Quand on prend le temps, évidemment, de discuter avec un patient pour un examen, il faut lui expliquer comment va se passer l'examen, qu'est-ce qui risque éventuellement, et qu'est-ce qu'on va faire après du résultat. Si on ne lui explique rien du tout, on lui dit, voilà, vous devez faire tel examen, souvent, s'il a confiance en son médecin, il va dire oui comme ça. Mais ça, ce n'est pas une vraie situation d'explication, de partage avec le patient qui va lui faire un choix éclairé en se disant, voilà, non, au final, vous m'avez expliqué le pour le contre, j'ai pas envie de faire cet examen. Ici, c'est un petit peu la même chose au niveau de l'alimentation. Je pense que le public n'est pas au courant, en fait, des effets, par exemple, sur la santé des pesticides, parce qu'il y a très clairement une sorte d'omerta, de silence qui règne. C'est comme si ça n'existait pas, quoi. Enfin, je veux dire, je suis la première personne qui découvre, depuis que je lance le podcast, je découvre ces sujets auxquels je me dis, mais comment ça se fait que l'information ne m'est pas venue avant? Et si c'était dans un documentaire, c'était chiant. Donc on n'arrivait pas tout de suite dans l'art. À la fois, on a parfois l'impression de le découvrir comme ça, et à la fois, quand on cherche un petit peu dans la documentation, les articles, les journaux, on voit très bien que, en fait, ça existe déjà depuis des décennies. Dans d'autres pays, ça a fait des scandales, évidemment, énormes. Et donc, en fait, tout le monde sait et personne ne sait. Pourquoi? Je pense que parce que, voilà, ça met les décideurs souvent un petit peu dans l'embarras, puisque on est vraiment dans un système où c'est le profit d'abord, et que dans ce cadre-ci, les pesticides, en effet, ça permet un meilleur profit, puisque ça permet de artificiellement, en fait, essayer de contrôler les saisons, contrôler vraiment l'aliment pour que chaque aliment ait la même forme, de la même qualité, qu'on puisse en manger de chaque saison. Mais au final, on remarque bien que les aliments qui sont issus
enfin on remarque bien, c'est des études qui montrent que les aliments issus de l'agriculture biologique n'ont pas la même constitution. C'est pas les mêmes valeurs nutritionnelles qu'on retrouve dedans. Ils ont des bien meilleures valeurs nutritionnelles dans l'agriculture biologique, en dehors même de l'aspect est-ce qu'il y a des pesticides dessus ou pas. Ça n'est pas le même aliment. Quand on mange ultra transformé, c'est en fait issu de différents produits chimiques qui viennent parfois du craquage, des procédés chimico-industriels pour isoler du sirop de ci, de la poudre de ça. Et donc en fait ces poudres et ces sirops, ils sont très stables dans le temps. Et s'ils ne le sont pas, on va rajouter des petits stabilisateurs. Et donc ça permet à tout moment de recréer des espèces de faux aliments qui ressemblent à des cordons bleus, et qui goûtent ci, qui goûtent ça. Mais évidemment, ça n'a pas du tout le même effet sur la santé. Alors ça coûte beaucoup moins cher, mais ça n'est pas le même produit. Donc ici, sans trop prévenir le consommateur et le public, eh bien, au final, quand on ne sait pas que c'est beaucoup plus mauvais pour la santé, ce genre d'aliments, on va avoir tendance, évidemment, naturellement, à faire le choix du moins cher. Et on voit que la quantité, la proportion, on va dire, du salaire des gens qui est consacré à l'alimentation est en chute libre petit à petit depuis des décennies. Alors, évidemment, c'est pas facile de dire à quelqu'un qui a du mal à boucler les fins de mois qui doit passer d'un poulet à 3,50 € surgelé à un poulet des Ardennes à 18 €. Mais en fin de compte, ça n'est pas du tout le même produit. Le poulet... Mais en apparence, si. Non. Alors qu'à l'intérieur... Non, en apparence, je veux dire, tu as un poulet... Enfin, je veux dire, c'est nos mécanismes. À moins d'avoir vraiment été éduqué, d'avoir appris, d'avoir creusé l'information... juste, de toute façon, les poulets gros, moi, quand je mange les poulets au Sénégal, il y a beaucoup moins à manger sur le poulet, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, on voit des raisins bio, des raisins pas bio. À la vue, tu dis ça change, alors que ce qu'il y a à l'intérieur, dans une composition chimique, c'est très différent. Je dirais qu'en général, quand même, le poulet, là, à 18 €, il est déjà plus fourni, comme tu disais, donc il est peut-être déjà 2 fois plus lourd. On voit aussi qu'il a une couleur différente. Il n'a pas la même valeur nutritionnelle, mais ça, on ne sait pas s'en rendre compte. Il a les pattes, le poulet qui coûte beaucoup moins cher, il a les pattes cassées. Parce qu'en fait, il n'a pas eu assez d'espace pour courir, donc il ne s'est pas musclé les jambes. Donc les jambes qui n'étaient pas musclées ont cassé. Donc la plupart de ces poulets passent une partie de leur vie au sol. Et donc comme ils passent leur vie dans des excréments, ils ont plus d'infections. Donc on doit aussi les charger en antibiotiques. Et donc forcément, ici, c'est pas du tout le même produit non plus, dont on parle. Quand j'étais parti aux États-Unis, je crois pour ma première fois, c'était à New York en 2010, il y a quelque chose qui m'avait sauté aux yeux, c'est de voir qu'il y avait beaucoup d'obésité chez les personnes, les minorités. Et j'avais vu que je pouvais accéder à des statistiques qui montraient, qui corrélaient complètement, qu'il y avait plus de problèmes d'obésité. Nous, on n'a pas de statistiques en Belgique et en France. Mais là-bas, j'ai vu en même temps, quand j'allais au McDonald's, j'étais dans le Bronx, j'étais à Harlem, j'étais dans plein de quartiers. Quand j'allais au McDo, je voyais majoritairement en fait des communautés afro-américaines qui y étaient. Quand j'allais au Starbucks, j'en voyais moins. Donc voilà, quand j'allais dans des trucs un peu plus quali, même si Starbucks n'était pas forcément quali, mais soit. À ce moment-là, je m'étais dit, ah ouais, ok, il y en a un problème de précarité immense, puisque c'était normal, c'était le dîner de famille, je voyais des familles qui allaient manger, et ils étaient tous en obésité morbide. Même des jeunes qui avaient 8 ans, ils étaient super fat et tout ça, tu dis, oulala. Mais en fait, quand je regarde un petit peu moi je navigue entre plusieurs communautés ici en Belgique, et j'en discute avec pas mal de potes, et on remarque effectivement qu'on a des habitudes culturelles. Otakos, par exemple, mise sa communication, son marketing sur des communautés. Ils savent que telle communauté est leur clientèle. Et donc tout ce qui est produit transformé, tout ce qui est grosse chaîne de restauration, je peux pas parler du Quick parce que c'est un peu pour vraiment tout le monde, mais je pense notamment surtout à Otakos et KFC. KFC dans mes communautés, c'est quelque chose, c'est genre le poulet, le fried chicken, il est incroyable, etc., etc. Alors que le poulet ne fait pas partie des repas africains dans l'histoire, enfin très peu, c'est vraiment quelque chose qui a été apporté bien plus tard. Mais en tout cas que culturellement parlant, j'ai l'impression que on est en train de foncer encore plus tête baissée dans notre empoisonnement. Parce que c'est quelque chose, je veux dire, le snack, par exemple, durum, pita, kefta, que les Français appellent aller au grec. Pareil, je veux dire que ce soit en France, tous mes potes, tous mes frangins, je veux dire, moi j'aurais plus tendance à me dire, je vais manger un bon restaurant qui va me coûter plus cher, mais où je sais que le truc est local, aujourd'hui je le fais. Tandis que mes frangins, etc., c'est ouais, viens, on va se taper un grec, pas trop cher, on va se péter le ventre, avec de la bouffe que quand tu la mets en bouche, le goût est bon, mais c'est un piège quand le goût et quand quand les papilles gustatives sautent dans tous les sens. De cette longue assertion, je voulais un petit peu savoir si est-ce que vous avez pu creuser d'un point de vue socio-culturel, socio-économique, quelle catégorie de personnes, et comment on fait pour sortir de ça à partir du moment où notre façon de manger
Et pour les jeunes Bruxellois issus de différentes communautés, qu'elles soient turques, congolaises, sénégalaises, africaines, subsahariennes, Afrique du Nord, le snack est culturel. C'est l'endroit où on doit aller. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce qu'on se tue en fait? Je pense déjà qu'il y a une question, comme elle disait, de littératie en santé, on va dire d'information, qui dépend aussi un petit peu du niveau socio-économique quand même des gens. Quelqu'un qui a beaucoup plus accès au système de santé va avoir éventuellement plus de conseils de prévention de son médecin sur l'alimentation. On va être plus vite proactif quand on voit quelqu'un qui commence à manifester des signes et des conséquences de l'obésité, de la résistance à l'insuline, du diabète et tout ça. Moi, tout de suite, chez un patient qui commence à manifester ces symptômes-là, je vais tout de suite prendre le temps qu'il faut pour essayer de l'éduquer sur l'hygiène de vie. Donc, de 1, l'alimentation, le sport, des choses comme ça. Si on a moins accès au système de soins, probablement que ces gens-là ont moins d'explications à ce niveau-là ou qui comprennent parfois moins les explications. Et aussi, il y a de la prévention dans cette histoire. On remarque bien que dans certains pays où il y a beaucoup plus de prévention proactive, où on éduque en fait les patients, mais parfois dès l'école, parce que tout ça, on ne devrait pas attendre d'atterrir chez un médecin, d'avoir des problèmes avant de nous expliquer c'est quoi une bonne alimentation, c'est quoi les bienfaits du sport. Ça devrait être expliqué beaucoup plus tôt. Mais nous, on remarque que même en médecine, ça n'est pas encouragé. On n'est pas payé pour donner des conseils. Le système de soins n'est pas organisé vers la prévention pour l'instant en Belgique. Est-ce que tu es d'accord de dire que le système de soins pose des pansements sur un système agroalimentaire qui nous tue et que vous fonctionnez énormément bien parce que le système agroalimentaire à la base nous tue? Que nous on fonctionne bien Enfin, que vous fonctionnez bien, le terme n'est pas tellement choisi, mais c'est-à-dire qu'une bonne partie pas de votre existence, au contraire, mais une bonne partie en fait de votre fonctionnement, c'est de prescrire, est dû en fait à un système malade à la base et qu'en fait vous ne serez que là pour mettre de la pommade mais jamais pour soigner Enfin, c'est pas votre rôle d'aller dire à l'agro-industrie, mais est-ce que ça peut devenir votre rôle demain? Non, mais politiquement parlant. C'est ce que j'expliquais au début, que j'avais l'impression dans mes consultations de soigner au final une grosse majorité de pathologies civilisationnelles et pas des pathologies entre guillemets qui viennent comme ça, qu'on n'a pas mérité, on ne sait pas pourquoi ça vient. C'est toutes des pathologies comme l'obésité, le tabac, l'alcool et toutes les conséquences qui vont avec et tous ces aspects de polluants. Et donc au final, s'il y avait vraiment, on maximisait la prévention, le dépistage, l'éducation aux patients, donc d'expliquer dès le début, même comme j'ai dit à l'école, c'est quoi une bonne hygiène de vie. En effet, il y aurait beaucoup moins de patients et on pourrait plus, entre guillemets, répartir notre temps correctement sur les patients qui ont une maladie qui n'est pas liée au mode de vie. Parce qu'ici, aujourd'hui, on voit qu'il y a une pénurie au final de médecins. Donc, on n'a pas besoin, nous, de plus de patients. Mais on pourrait répartir un petit peu mieux notre temps pour soigner plus correctement et prendre un peu plus le temps d'ailleurs avec les patients, puisqu'on sait que tout va beaucoup plus vite. Les consultations, le système de soins aussi. Tous les médecins n'en peuvent plus de devoir mettre quelques minutes par patient, de perdre ce côté humain, d'aller trop vite, de plus avoir le temps de pouvoir discuter de prévention et d'hygiène de vie avec les patients. Donc oui, un petit peu notre civilisation actuelle, notamment l'industrie agroalimentaire, mais aussi d'autres choses, fait qu'on passe la plupart de notre temps à soigner ce genre de pathologie. En fait, on doit aussi travailler le plus possible en amont de la maladie, tu vois. Même avant la prévention, il y a la promotion de la santé. C'est quoi la promotion de la santé? C'est en partie aussi travailler sur les inégalités sociales, mettre les gens dans des environnements favorables. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est là que le bas blesse. Tu vois, en fait, notre santé à nous, c'est un peu le reflet, si tu veux, de la santé des écosystèmes, de la planète aussi. Et on en revient à parler de ces fameuses limites. Et donc, tu le sais, donc, toutes ces limites progressivement dépassées, que ce soit en termes de pollution chimique, en termes de changement climatique. Alors, j'aime pas parler de l'érosion de la biodiversité comme d'un problème, parce que ça, comme d'un facteur, parce que là, c'est vraiment un big problème. On fait partie de ça aussi. Mais je veux dire par là que finalement, toutes ces pathologies qui surviennent, elles surviennent aussi parce que nos environnements ne sont plus favorables en fait à la santé. L'idée, c'est d'agir même avant de devoir donner des conseils d'éviction de certains facteurs de risque. C'est vraiment d'essayer de travailler sur les environnements pour qu'ils soient les plus favorables possibles, quoi. On peut se dire que quand un pays a un super bon système de soins de santé, du coup, il y aurait moins de malades. En fait, du coup, c'est pas du tout le cas. En fait, le système de santé n'a qu'un tout petit
est fait sur l'état de santé d'une population. C'est pas parce qu'on a beaucoup de médecins et même des très bons médecins qu'une population sera en meilleure santé. Il y a des facteurs qui vont déterminer la santé des populations et le système de soins de santé n'y est que pour un quart. 3/4 des autres choses qui déterminent la santé des gens, ce n'est pas le système de soins de santé. C'est par exemple l'environnement, le statut social, socio-économique et d'autres choses comme ça. Votre feeling sur la décision européenne de calmer les ardeurs à court terme et de reprolonger pour 10 ans le glyphosate, alors que pourtant ça semblait bien parti. Votre feeling en général sur dès qu'il y a un coup de grogne, hop, on fait marche arrière. Oui, écoute, nous c'est un petit peu comme on le dénonce dans notre rappel, c'est qu'on perçoit cette régression au niveau de la régulation des pesticides notamment, puisque normalement il y avait un projet de réduire l'utilisation de 50% d'ici 2030, mais ça c'est tombé à l'eau. Et donc évidemment que là c'est un énorme recul, c'est un recul énorme, donc le feeling oui il est très, très mauvais. On se dit on va vraiment pas dans la bonne direction. En fait c'est ça qui est dingue, alors qu'aujourd'hui tu as quand même tous les impacts sur la faune, la flore, sur la santé humaine qui sont mis en évidence. On continue, donc oui, on a l'impression qu'on continue malgré tout à accélérer, quoi. Au niveau de la Commission européenne, du coup, il y a eu un vrai recul ces derniers temps. Il y a eu les pesticides, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ces derniers temps? Il y a eu énormément de choses. C'est vrai que la reprolongation du glyphosate, parce qu'on parle de ça aujourd'hui, mais il y a eu aussi pas mal de recul en matière, par exemple... Sur le Green Deal, déjà, il y a eu des reculs. Oui, tout à fait. Et puis sur le fait, par exemple, de laisser des zones en jachère, tout ça est tombé aussi. La régulation des produits chimiques aussi, le règlement REACH, à la poubelle pour l'instant. C'est quoi? C'est un vieux système de pensée pour vous qui est en train de maintenir le statu quo le plus longtemps possible, refusant d'admettre que son modèle et que le schéma de croyance dans lequel il s'est implanté pendant autant de décennies, même plus, dans lequel on a baigné, en fait, est en train de nous envoyer droit dans le mur, et qu'en fait, au lieu de se l'accepter, de se dire ok les gars, on change de système, on se dit non, tant que c'est là, et de toute façon, je serai plus député, et de toute façon, je ne serai plus à la commission, et après moi le déluge. Je pense quand même que la politique en soi, ils sont souvent très court-termistes. Quand même, par définition, pour être élu, faut quand même plaire en ce moment à ceux qui vont voter. Et donc, ils ne voient pas trop loin les conséquences, et donc, la plupart des mesures qui seraient mal prises, même si c'est des mesures beaucoup plus pertinentes à long terme pour pouvoir continuer à vivre heureux et en bonne santé, ils vont pas dans le bon sens. Et puis il y a aussi clairement, au plus on monte, on va dire, dans le pouvoir, au plus nous, on se rend compte que ça ne sert plus à rien. On a beau avoir des preuves scientifiques formelles de quelque chose, au plus on monte dans les niveaux de pouvoir, au plus tout ça, c'est étouffé. Comme on parlait d'omerta tantôt, il y a vraiment des choses qui sont mises au silence. C'est possible, une alimentation dans un pays, par exemple la Belgique, on l'avait dit, c'est très exportateur de betteraves, et ensuite ce sucre est utilisé pour se retrouver dans nos Kinder Bueno, dans nos trucs, c'est vendu à plein d'entreprises. Comme je crois qu'aux États-Unis, ils utilisent le sirop de maïs, quelque chose comme ça à base de maïs, qui est un fructose, glucose, enfin super... Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs, leur corps, les corps des Américains, c'est réparti différemment, la graisse, c'est parti comparé à nous, mais soit. C'est quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre le plus efficacement possible, le plus rapidement possible, un plan national de retravail des terres, de réorienter les terres vers de l'alimentation locale, non plus pour nourrir forcément que du bétail. Quand on rentre dans l'agroécologie, c'est possible de nourrir la Belgique, l'Europe, sans pesticides? Oui, c'est possible. Évidemment que c'est possible. Mais disons que voilà, le message n'est pas toujours véhiculé comme tel. On essaye de dire que attention à la sécurité alimentaire, etc. Mais tu viens de le dire, en fait, on est dans un contexte de surconsommation alimentaire actuellement. Aujourd'hui, c'est quand même un truc de fou. Tu as plus de gens en surpoids que de gens qui souffrent d'insuffisance pondérale, qui sont dénutris. Donc ça, c'est quand même assez inédit. On a plus d'1 milliard de personnes dans le monde qui sont obèses. Et les projections pour les années futures sont ahurissantes, pour l'obésité, le diabète. Et donc cet argument de dire attention, parce que alors la sécurité alimentaire n'est plus garantie, ça ne tient pas la route. Déjà, si on se nourrissait autrement et mieux, c'est tout à fait possible. En fait, il y a un gaspillage alimentaire aussi, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, tu as quand même une proportion importante de ce qui est produit qui n'est pas consommé. 30%
à toutes les étapes de la chaîne alimentaire. Donc, on gaspille un petit peu au moment de produire, puis un peu au moment de transport, puis un peu à ces différents endroits. Il y a 30% de l'alimentation qui est gaspillée pour l'instant. Alors que si maintenant on faisait bien gaffe sur toute la chaîne, c'est 30% d'énergie en moins, c'est 30%... on a un gain, on a un levier immense sur ces fameux 30% de pertes. Et sans oublier qu'il y a toute une partie de ce qui est produit qui sert aussi à produire de l'énergie. C'est quand même un système un peu délirant. On est en train de cultiver des zones en monoculture pour produire de l'énergie aussi. Est-ce que vous ne pensez pas que la limite des ressources, qu'elles soient en hydrocarbures notamment, énergie fossile ou même en métaux, qu'on atteint aujourd'hui des limites, et forcément ça coûte de plus en plus cher, c'est de plus en plus complexe et compliqué, va pas être cette fameuse limite à notre système aussi. Je veux dire, je pense à ça, c'est que il faut pouvoir entretenir les tracteurs, il faut pouvoir entretenir les machines, et à un moment donné, quand on atteint des limites, soit on fait un arbitrage et on décide de réorienter ce qui nous reste dans telle zone, mais le fait d'atteindre une forme de pic et de réduire n'aurait pas un impact sur tout le reste, et qu'à un moment donné, la force des choses va nous amener à devoir changer de modèle d'agriculture. La force des choses. C'est une question assez vaste, mais en tout cas, on pense que ça n'est ni qu'aux consommateurs à tout d'un coup tous changer sans que le reste change, ni aux agriculteurs à devoir eux changer et porter tout seul le fardeau, ni simplement à la politique de changer. Il faut que tout le monde change en même temps. Les agriculteurs, ils sont pris à la gorge. Ils n'ont pas de possibilité de manœuvre. Ils travaillent déjà 2 fois plus que tout le monde et ils ne gagnent pas assez, ils s'endettent sur des générations. Donc eux, en fait, il faut leur fournir la possibilité de pouvoir nous aider. Ils ne sont pas contre, la plupart du temps, de passer de l'agriculture classique, pesticides, engrais, parce que qui dit pesticides dit engrais, puisque les pesticides tuent toute la vie dans le sol aussi, et cette vie dans le sol, tous les petits vers de terre et tous les organismes qu'on y retrouve, ils ont un rôle bien établi pour ramener certains minéraux à la plante et tout ça. Donc, trop de pesticides, pas de vie du sol, le sol de très mauvaise qualité, on est obligé de mettre des engrais, d'importer des engrais. Donc on doit aller dans des mines un petit peu plus loin, faire venir des matières azotées qui vont elles aussi avoir des conséquences sur l'environnement, puisque toutes ces matières azotées, déjà il va y avoir une création de gaz à effet de serre, et en plus de ça, ça va être lessivé, ça va ruisseler vers les lacs, les rivières, ça va faire pousser les algues beaucoup plus vite, qui en mourrant vont asphyxier le milieu aquatique. C'est ce qu'on appelle l'eutrophisation des sols. C'est le problème dont on entend parler beaucoup en Flandre maintenant. Problème de l'azote, des engrais et donc en fait de l'annihilation du milieu aquatique, quoi. J'ai l'impression qu'on continue à aller à fond dedans et que dès qu'on a une crise, on retourne à la normale. La normale, en tout cas pour notre génération, c'est retourner dans le système ultra-productiviste, etc., etc. La solution elle peut venir des gens à partir du moment où il y a un éclair, un éveil, etc. Mais c'est quoi? C'est le choc qui va réveiller. Parce que tant que ça va, tant que tu as ton salaire qui rentre, tant que tu vas au supermarché, qu'il y a toujours une abondance, tant que tu as accès, tu ne te poses pas trop de questions. Et tant que tu fais partie, on va dire, de la classe la plus élitiste du système, c'est-à-dire que tu es celui qui peut plus facilement conserver son salaire, qui a déjà des rentes, admettons, qui a déjà des différents appartements, mais qui peut maintenir son mode de vie le plus longtemps possible et qui a un impact, c'est à ce moment-là que le système va bouger? Ou alors est-ce qu'il peut y avoir une révolution qui vient d'en dessous avec des barricades? Parce que désolé de le dire, mais moi j'ai l'impression qu'on doit se diriger vers ça. Je sais pas quel est votre avis pour changer le système alimentaire, pour changer, pour en fait permettre aux prochaines générations, à la génération de mes enfants notamment, d'avoir un avenir désirable. Bienvenue sur Limite, moi C'est vrai que... C'est vrai, mais on va éviter d'être comme dans Mad Max. Tu as parlé du choc et moi tout de suite, tu vois, j'ai pensé à la stratégie du choc de Naomi Klein. Parce que justement, moi c'est plutôt mon impression, mais là c'est mon avis, c'est qu'ici il y a eu une crise et que justement, finalement, quelle a été la conséquence? C'est qu'on a l'impression qu'on retourne davantage encore dans ce système mortifère. Donc c'est vraiment comme si on profitait des moments de crise, de choc, pour relancer la machine. Et on est reparti. Donc c'est ça. Et pour répondre à ta deuxième question... Et c'est un maximum de thunes. Voilà. Centralisé chez les mêmes milliardaires qui ont multiplié leur fortune par 14 ces 5 dernières années, un truc dans le genre. Pendant que la classe moyenne est en train de s'éroder de façon incommensurable et que l'extrême pauvreté remonte. Tout à fait. Enfin voilà, c'est utiliser le choc pour de nouveau... à moi, quoi. Enfin, voilà, je te laisse continuer. Et qu'est-ce qui va arrêter ça? Moi, j'ai pas la réponse. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a l'impression d'être face à une méga machine destructrice comme ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'arrêter? Est-ce que c'est une responsabilité individuelle? Est-ce que c'est une responsabilité politique? C'est certainement les deux. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment se dire que les individus
ne sont pas suffisamment outillés aujourd'hui. On est un petit peu comme captif du système, ou alors on accepte complètement alors d'en sortir. Mais ça, qui peut le faire aussi? Mais voilà, ça c'est mon avis là-dessus. Je pense, moi personnellement, je crois qu'il y a vraiment des mesures politiques à prendre et que c'est connu, on sait ce qu'il faut faire. Donc pour revenir à ce qu'on disait tantôt, si on ne le fait pas, c'est sans doute parce qu'il y a d'autres enjeux, des enjeux économiques qu'on fait passer avant. Je reprends la fameuse étude de la Commission européenne qui montrait que justement si le règlement sur les produits chimiques était révisé, on ferait beaucoup d'économies. Malgré qu'on sait ça, parce que donc il n'y aurait pas que des bienfaits sur la santé, sur les écosystèmes, il y aurait aussi, en plus on ferait pas mal d'économies, mais malgré tout ça, on n'adopte pas la révision du règlement. Donc tu vois, tu comprends que là-dessous, évidemment, il y a d'autres enjeux. Et donc, il y a clairement, c'est devenu très poreux entre finalement l'industrie d'un côté et le système politique. Il y a clairement des conflits d'intérêts, il y a un lobby qui est ultra puissant. Et donc, c'est vrai que nous, c'est un petit peu ça qu'on disait dans une des cartes blanches, c'est on se sent impuissant parce que oui, on peut essayer d'informer nos patients, d'éduquer, de faire ce travail de sensibilisation, de formation, mais on se rend bien compte que ça ne suffit pas. On arrive à changer les choses localement et un peu plus macro, donc un peu moins localement mais en montant un petit peu, mais dès qu'on monte dans trop de niveaux de pouvoir, on se rend compte qu'on est vite englué, que les choses ne savent pas bouger. Donc moi, quelque chose qui me fait vraiment garder espoir face à quand même la dégradation plus rapide que jamais de tous nos écosystèmes, c'est ce fameux tipping point dont on parle, c'est-à-dire que les grosses révolutions sociologiques, elles ne sont pas venues d'en haut, des décideurs, elles sont venues vraiment du public, quoi. Et donc moi je me dis qu'avec Internet, il y a quand même un beaucoup plus gros accès à l'information. Alors évidemment, il y a aussi beaucoup plus gros accès à la désinformation et à tous ces problèmes-là, mais voilà, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on est convaincu quand même que ça va être parfois plus utile de faire ce qu'on fait aujourd'hui que d'écrire un nouvel article scientifique alors qu'il en existe déjà des milliards qui disent exactement la même chose et que les choses restent bloquées. Je pense que quelque part, à un moment, les gens ont le droit de taper du poing sur la table, de se fâcher et de demander ce qui est tout simplement légal, comme par exemple avoir accès à un environnement propre et sain pour la santé, c'est rentrer dans les droits de l'homme en 2021. Ça fait 2 ans que c'est un droit fondamental de l'être humain. Avoir accès à une eau potable de qualité, c'est un droit. Dans l'eau du robinet, il y a évidemment plein de pesticides, il y a aussi plein de résidus médicamenteux, il y a des perturbateurs endocriniens. Ça, c'est un droit légal des gens d'avoir une eau de qualité. Et en plus de ça, ils le payent. On le paye tous dans nos impôts pour avoir une eau de qualité. Donc pour l'instant, en fait, les gens sont gardés un petit peu hors de l'information, ce qu'ils ont droit aussi, puisque par exemple, il y a une convention qui s'appelle la convention d'Aarhus, dont la Belgique est signataire, qui oblige l'État à rendre les informations sur l'environnement et l'état de santé des gens publics. Et c'est obligatoire. Donc il y a parfois des informations qui sont un petit peu, on va dire, cachées, qui sont gardées, comme par exemple, puisqu'on parle de pesticides, il y a des métabolites de pesticides. Donc on parle beaucoup de pesticides qu'on retrouve un peu partout. Mais au final, le pesticide, quand on le met quelque part, il va se désintégrer, il va se transformer, ou alors quand on l'ingère, notre foie, nos reins vont le casser en différentes autres petites molécules qu'on appelle des métabolites. Et certains de ces métabolites sont parfois plus dangereux que la molécule mère. Donc ça vaut quand même la peine parfois de savoir en quelle concentration et où on va trouver ce métabolite-là. Eh bien, il y a des concentrations de certains métabolites dangereux dans l'eau potable du robinet, et les concentrations ou les valeurs sont gardées entre guillemets secrètes. Il faut vraiment venir se fâcher, invoquer la convention d'Aarhus pour avoir droit à ces informations. Mais ça n'est pas public à l'état actuel des choses. Donc voilà, je pense qu'on garde un petit peu les gens dans le flou, on ne leur explique pas tout correctement. Alors évidemment, il y a aussi en partie les gens qui devraient un petit peu plus s'informer. Et alors exiger ce dont ils ont droit, quoi. Il y a quoi qu'on a dans notre corps qui n'est pas supposé être là ? À l'heure où je vous parle, je vis dans une ville, Bruxelles, je bois l'eau du robinet. C'est du plomb dans quoi circulent les canalisations Qu'est-ce qu'il y a dans mon corps potentiellement qui n'est pas supposé s'y retrouver, vous qui avez creusé ça ? Alors,
à mon avis, on va te faire peur. Il y a beaucoup de choses. Allons-y, c'est la dernière ligne droite de cette vidéo ça va être important et après il y aura de l'espoir. Déjà, en fait, il y a des microplastiques, il y a des nanoplastiques. Il y a encore une étude toute récente qui vient de sortir. Il y en a jusque dans les placentas, pour te dire, dans les premières selles des bébés. Donc voilà, on est dans un environnement évidemment... il pleut du plastique. Voilà, pollué au plastique. Il pleut du plastique. Donc c'est-à-dire que quand l'eau s'évapore... Parce que si je comprends bien, ou c'est quand l'eau s'évapore que le plastique s'envole, je comprends pas très bien là. Comme il y a des petits morceaux de plastique dus à des tonnes de procédés, par exemple les pneus d'une voiture, pneus d'une voiture sur l'autoroute, ça va pulvériser des toutes petites particules, nanoparticules, microparticules de plastique qui sont dans l'air et qu'on respire. Ces particules de plastique, elles commencent à jouer, tellement il y en a, le rôle de poussière sur lequel va venir se condenser l'humidité. Et donc, il y a plus de formation de nuages et il va littéralement, juste après, pleuvoir du plastique. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore dans mon corps qui n'est pas supposé être là? Alors, on a sans doute des métaux lourds, tu vois. Type mercure, du plomb, de l'arsenic, du cadmium, voilà. Des résidus de pesticides, des produits de dégradation de pesticides, comme Sébastien l'a dit. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Évidemment, toute une série de polluants chimiques organiques, donc des perturbateurs endocriniens, des plastifiants, des phtalates, je sais pas si ça te dit quelque chose. C'est les molécules, si tu veux, qui vont donner la souplesse au plastique. Ça, tu retrouves ça dans les bouteilles d'eau en plastique, mais aussi les bisphénols. Ça, c'est peut-être plus connu, les bisphénols, bisphénol A, puis tous les autres qui ont suivi, F, S. Sur les biberons, il y a écrit No BPA. No bisphénol A, par exemple. Ça, c'est bisphénol A. Alors, pourquoi no? Parce que maintenant, on l'a interdit. Mais du coup, ils l'ont remplacé fissa par un autre bisphénol qui est encore plus dangereux que le précédent. Donc, on ne gagnera pas la course de la santé en interdisant à chaque fois substance par substance. Donc, on change la molécule et hop, c'est reparti, quoi. Déjà, on met 50 ans à vraiment prouver, comme on l'a dit tantôt, c'est compliqué et on fait face à des lobbies super puissants. Donc on met 50 ans ou 100 ans parfois pour des substances qui sont interdites maintenant comme l'amiante. Et pendant 100 ans, il y a eu des dégâts. Et tout le monde s'est battu. Et puis on arrive enfin des dizaines et des dizaines d'années après à interdire une substance. Et pendant ce temps-là, ils en ont déjà inventé 10 autres qui sont plus toxiques. Donc il ne faut pas, je pense, parier là-dessus. Il faut clairement, nous, à titre individuel, essayer de diminuer son exposition au maximum. Comme on l'a dit, il y en a tellement partout des produits chimiques dans tous les sens et plein de familles différentes qu'on n'arrivera pas à être zéro perturbateur endocrinien, zéro plastique, zéro tout ça. Mission impossible. Mais il y a plein de petits trucs qu'on peut faire au quotidien pour diminuer notre exposition à toutes ces substances chimiques. Et c'est les mêmes trucs. Donc le même petit procédé, par exemple, de plus stocker sa nourriture dans des trucs en inox et en verre, va faire qu'on va être moins exposé à des perturbateurs endocriniens, moins exposé à des métaux lourds, moins exposé à ci, à ça. Donc avec une mesure, on se protège en fait de plein de polluants différents. C'est dingue, on a vu le plastique à une époque comme quelque chose de miraculeux d'un point de vue sanitaire, alors qu'en fait, il se retrouve carrément dans notre corps. Ah oui, et c'est incroyable. Et il a fallu très peu de temps. Quand tu te rends compte que c'est en 70 ans qu'on a vraiment produit une quantité de plastique assez phénoménale. Après, il y a encore d'autres polluants, les retardateurs de flammes, les PFAS dont on a beaucoup parlé dernièrement. Tu as toute une série de molécules qui ont été utilisées dans l'industrie. Et donc qui se retrouvent dans nos corps quand on fait des prélèvements, si tu veux, parce que ça on n'a peut-être pas encore parlé, mais quand on recherche soit dans le sang ou dans les cheveux ou dans les urines les polluants, par exemple, on voit déjà chez les femmes enceintes du monde entier toute une série de polluants qui se retrouvent. Donc tout ce dont on vient de te parler, tu as aussi à nouveau des hydrocarbures, donc des pesticides, on l'a dit. Mais donc il y a vraiment ce cocktail de polluants, et comme Sébastien le dit, l'évaluation du risque aujourd'hui, elle semble quand même assez obsolète parce que si on revient aux pesticides, l'évaluation de risque, elle se fait toujours molécule par molécule, usage par usage. Or aujourd'hui, nous, on n'est pas exposé qu'à un seul pesticide. Les champs, ils sont aussi pulvérisés plusieurs fois parfois. Alors parfois, tu as des polluants différents qui sont utilisés, pesticides de ce côté-là, de l'autre. Donc je veux dire, c'est pas ça. La réalité, les conditions réelles, c'est pas pesticide par pesticide, c'est pas usage par usage. On a une multiplicité de sources d'exposition et de polluants. Et ça, il n'y a pas assez, si tu veux, d'intégration de cette notion-là dans l'évaluation du risque. On est encore dans une évaluation de risque très traditionnelle, mais dépassée en fait. Je pense que ce qui fait par exemple scandale avec les PFAS, c'est qu'il y a certaines personnes qui croyaient vraiment faire attention, qui font peut-être plein de choses au quotidien pour moins être exposées à tous ces produits chimiques, et on se sent trahi
parce qu'on imaginait que l'eau potable, par exemple, qui sort du robinet, elle est nickel et que c'est, comme ils disent à la télé, les WDE et tout ça, que c'est le bien le plus contrôlé alimentaire. Alors, contrôlé, oui, mais qu'est-ce qu'on a contrôlé? Qu'est-ce qu'on a recherché dedans? Et est-ce que c'est au-dessus de la norme? Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette norme, à chaque fois? On a beaucoup parlé des normes avec les PFAS. Est-ce que ça a un sens scientifiquement de dire qu'à 101 nanogrammes, il faut fermer le robinet parce que c'est dangereux pour la santé, et à 99, on est en dessous de la norme alors que c'est bien? Alors qu'on sait que les perturbateurs endocriniens, comme des cancérigènes, ce sont des substances qui n'ont pas d'effet de seuil. Donc de toute façon, une molécule, c'est déjà un effet. Si on veut prendre le parallèle avec les cigarettes, par exemple, on ne dit pas qu'au-dessus de 5 cigarettes, c'est mauvais, et en dessous, c'est OK. Par contre, là où je voulais justement faire la différence entre certains toxiques, comme la cigarette, l'alcool, qui sont entre guillemets notre propre choix, ou si je décide de fumer, moi, en cachette dans ma voiture, c'est en effet moi qui vais techniquement supporter les conséquences de ça plus tard. Pas mes enfants, éventuellement le reste de la société, puisque c'est la société qui va payer pour mes soins médicaux à moi. Pareil pour l'alcool. Mais ici, les gens n'ont plus le choix. Les gens qui ne savent pas acheter bio ou tout ça vont tous acheter de la nourriture avec des pesticides dessus et avoir des problèmes de santé. Les gens vont tous boire de l'eau du robinet. De nos jours, et on va tous respirer aussi l'air qu'il y a partout. Donc de nos jours, en fait, on n'a plus vraiment le choix. Et ça, c'est aussi un problème qui est différent par rapport à avant. En fait, c'est tellement monstrueux, c'est tellement partout. Là, en prenant le métro, j'avais lu une étude comme quoi, quand le métro freine, tu prends le métro tous les jours, t'es exposé à ça. Donc c'est vraiment tellement partout qu'à un moment donné, tu dis ouais, mais alors comment je fais? C'est que tu dois tout arrêter, quoi, en quelque sorte, ce qui est très compliqué. Et justement, là, on va arriver un peu dans les solutions. Alors, t'en as déjà donné, Sébastien, pas mettre dans des boîtes en plastique, mais peut-être dans des thermos en verre, utiliser un peu plus du verre, etc. Moi, demain, et ceux qui nous regardent, on se dit, ok, on voit le risque que ça en coûte, on se rend compte que c'est énorme, tous ces polluants, que ça nous impacte de près ou de loin. Qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? On vient d'avoir cette info, par quoi je commence pour essayer d'être moins exposé mon entourage, dans la vie quotidienne, dans mon boulot, dans ce que je mange, on fait quoi? Déjà, on va sur drcoquelicot.com. Très bien, drcoquelicot.com. Ça, c'est super important parce que c'est sur ce site-là que toute la cellule environnement, on est à peu près une quinzaine quand même de médecins, où on va sur ce site faire des articles qu'on vulgarise, évidemment, pour que tout le monde comprenne bien. Inutile de toujours parler avec des mots compliqués pour faire le malin. On fait des articles vulgarisés où les gens, s'ils ont envie, par contre, ils peuvent aller lire des articles plus compliqués de 100 pages en anglais si ça les amuse. Mais en tout cas, l'info essentielle est là sur certaines fiches. Il y a aussi des petits fascicules. Et donc, par exemple, on a un super petit fascicule qui a été fait pour diminuer son exposition aux perturbateurs endocriniens pour les femmes enceintes. Parce qu'on va en parler ici de quelques pistes, mais voilà, il y a quand même tellement de choses à faire petit à petit que si vous voulez avoir un endroit où tout ça est bien rassemblé, c'est sur Dr Coquelicot. drcoquelicot.com. Et alors c'est vrai que si on veut commencer par aussi les principaux risques, aussi au niveau alimentaire, puisqu'on parle de pesticides aujourd'hui, et c'est vrai que là aussi l'idée parfois qui est véhiculée, c'est que c'est forcément aussi toujours plus cher. Alors c'est vrai, ça, pour certaines choses, il y a un problème d'accès, mais revoir son alimentation, quelque part, c'est aussi reprendre le contrôle sur les choses. Parce que quelque part, quand tu manges que de l'ultra-transformé, tu es dépendant de ce qu'il y a dans la barquette. Et parfois, il y a aussi tous les risques d'ailleurs infectieux, etc. Ça a l'air parfois compliqué, mais en fait, c'est revenir à beaucoup de bon sens. C'est retourner vers des produits beaucoup plus bruts. Et donc, pas forcément beaucoup plus chers. C'est ça, parce que c'est vrai que si tu veux manger, par exemple, de l'ultra-transformé, du transformé en bio, ça va te coûter plus cher, ça c'est clair. Mais si on revient à beaucoup plus de sobriété dans l'assiette aussi, et ça c'est évidemment énormément de co-bénéfices puisqu'on va avoir un impact favorable sur les écosystèmes, sur les émissions de gaz à effet de serre, et aussi on va limiter les polluants qu'on va ingérer. Donc c'est que bénéfice en fait. Le portefeuille va s'en sentir mieux, la santé et l'environnement. Donc que demander de plus? Mais c'est vrai que il reste cette question, comme on l'a dit, et ça je crois que c'est vraiment important, il faut qu'il y ait l'accès. L'accès c'est super important. Je crois qu'il y a encore énormément de monde qui n'a pas accès à une bonne alimentation. Et donc c'est vrai que c'est aller vers de la nourriture plus saine, plus brute, donc éviter un maximum les aliments transformés, éviter tout ce qui est aliments emballés dans du plastique. Ça c'est vraiment aussi la règle, mais ça devient très compliqué aussi, franchement, et on s'en rend compte. Il suffit de faire ses
courses pour se rendre compte que le plastique est omniprésent. Donc là aussi, les actions individuelles ne suffisent pas. Il faut vraiment qu'il y ait une réglementation à ce niveau-là. On va aller évidemment vers des produits frais, le plus possible en bio, évidemment. C'est super important. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment essentiellement aussi sur les fruits frais, les légumes frais qu'on va retrouver beaucoup aussi. Alors, pour certains fruits frais, ça va être recommandé justement de les éplucher, puisque parfois, évidemment, les pesticides sont beaucoup plus localisés dans les épluchures, on va dire. Et alors, pour tout ce qui est en dehors de la sphère de l'alimentation, enfin, on n'a pas parlé de la boisson non plus, mais donc pour tout ce qui est boisson, évidemment, on va éviter aussi les boissons type soda emballées dans du plastique. Ça, c'est la catastrophe. Hein. Je veux dire qu'en plus d'ingérer une quantité de sucre absolument phénoménale, on est exposé à tous les plastifiants de la bouteille. Donc ça, c'est vraiment la catastrophe. En plus, cette bouteille va voler au mieux dans un sac PMC, mais ce n'est pas garanti sur facture qu'elle soit effectivement recyclée. Bref, donc il y a toute une série d'impacts à prendre en compte aussi. Ça, c'est un peu compliqué de tout aborder aujourd'hui, mais enfin voilà. Sur le plan aussi, par exemple, des produits d'hygiène, des produits cosmétiques, c'est la même règle. On va aller vers du beaucoup plus simple. On va éviter tous les produits avec des longues listes d'ingrédients illisibles. On va aller vers des choses beaucoup plus simples. Enfin, je prends l'exemple des huiles végétales. Ça peut vraiment clairement remplacer beaucoup de choses, même pour l'hygiène des tout-petits. Ça va être en plus moins coûteux. Pareil donc pour les produits cosmétiques. On va vraiment essayer de limiter aussi et de revenir aussi à une sobriété à ce niveau-là. Est-ce qu'on a réellement besoin de 3 produits différents pour la peau, de 2 produits différents pareil aussi pour tous les produits d'entretien du logement. Parfois on a un produit différent pour le parquet, un autre pour les vitres. Non, en fait on sait faire une grosse partie des choses avec de l'eau simplement et un minimum d'ingrédients naturels, ça c'est possible aussi. Et là aussi tu vois, donc on va s'y retrouver, c'est pas forcément plus cher. Ces produits vont avoir un impact vraiment quasi nul sur l'environnement, mais c'est meilleur pour nous aussi. Parce que tous les composés qu'il y a dans le produit de vaisselle, dans les parfums, dans les bougies et tout ça, alors quand quelque chose sent la brise de je ne sais pas quoi, c'est pas normal. C'est que dedans, ils ont mis des composés organiques volatiles, des petits trucs chimiques qui vont aller se fixer sur nos récepteurs de nez et nous donner l'info que ça sent quelque chose. Mais c'est tout à fait c'est le truc nettoyage à la lavande, et après tu sens alors qu'il n'y a rien de lavande là-dedans, c'est que des trucs chimiques qui donnent l'illusion que c'est l'odeur de la lavande alors qu'en fait pas du tout. C'est incroyable, mais justement j'ai l'impression vraiment qu'on est arrivé dans une société énormément d'apparence. Là, je vous remercie beaucoup parce qu'on sort des apparences et on retrouve vraiment des très très bons conseils. Et justement, est-ce que vous avez des conseils à donner à ceux qui nous regardent au-delà de drcoquelicot.com, éventuellement une lecture, quelque chose voilà, si vous avez vraiment un dernier mot à ajouter, faites-vous plaisir, c'est le moment, c'est l'instant. Si on est vraiment intéressé par tout le volet alimentaire, il y a vraiment un excellent livre qui vient de sortir de Mark Bittman, si je ne me trompe pas, qui est un Américain qui a écrit en fait sur l'histoire de nos systèmes alimentaires. C'est absolument excellent. Ça permet vraiment de comprendre les enjeux vraiment globaux et écosystémiques. Je pense que de façon générale, quand on a un petit peu l'esprit scientifique ou curieux, moi c'est pour ça que j'ai fait médecine évidemment, c'est parce que j'avais envie de comprendre comment fonctionne mon corps. Puis dès que j'ai un petit peu compris ça, on va dire en ayant fait médecine, je me suis dit, et comment ça fonctionne l'interaction avec l'air que je respire, l'eau que je bois, tout ce que je mange, tout ça, je pense que c'est une question de curiosité toute simple, dont font preuve évidemment même tous les petits à partir d'un âge vraiment petit, à essayer de se questionner sur le monde. Et donc il ne faut pas hésiter à essayer d'aller plus loin maintenant que l'information est quand même plus facile. On n'est pas obligé forcément d'aller à la bibliothèque et de prendre un vieux livre en papyrus. Voilà, il y a quand même beaucoup d'informations sur Internet. Alors évidemment, méfiez-vous quand même des mauvais sites, des mauvaises sources d'informations, mais essayez de vous informer sur la santé et n'ayez pas peur aussi de bousculer un petit peu vos médecins en leur posant des questions pour leur montrer que ça commence à vous turlupiner, à vous tourner dans la tête toutes ces histoires de qualité de l'air, de polluants dans la nourriture, de choses qui perturbent le système hormonal. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on est bien placé pour vous dire que les médecins, on n'est pas formés pendant nos études de médecine là-dessus. Donc, ne soyez pas surpris si la plupart de vos médecins disent « Ouf, je ne sais pas trop ce que c'est ». Et ça serait même tout en leur honneur de dire « Je ne sais pas ». Parce que quand on ne sait pas, c'est évidemment dangereux de commencer à broder, de raconter n'importe quoi, évidemment, parce que ça peut être contre-productif. Donc la plupart, j'espère, qu'ils répondront « je ne sais pas trop », ou alors ils vont vous dire d'aller voir telle personne, un autre spécialiste, ou alors d'aller sur tel site ou de lire tel livre, ça serait mieux. Mais n'hésitez pas du coup à les bouger un petit peu pour que
tout le monde se rende compte au final que ça fasse tache d'huile, comme je disais tantôt, avec le tipping point. On se rend compte du coup qu'à partir du moment où il y a déjà 15% environ, hein, pas de chiffre précis, mais de la population qui est au courant de quelque chose, il y a des grandes chances que ça bouge. Il ne faut pas tout miser sur le côté démocratie et pouvoir public parce que c'est très risqué d'après. Waouh, en tout cas, c'était super complet. Céline Bertrand, merci. Pareil pour Sébastien. Sébastien, comment? Clairon. Si jamais vous voulez chercher sur Internet, on ne sait jamais, consulter. C'était très complet. J'espère que de votre côté aussi. Commentez, dites-nous un petit peu ce que vous en avez pensé. Si vous avez aussi des anecdotes, parce qu'on a quand même parlé de plein de choses qui, à mon avis, vous concernent aussi. N'hésitez surtout pas en commentaire, de liker, de partager. Ça nous aide beaucoup pour essayer de diffuser un maximum ces sujets dont on parle très rarement. Il faut quand même se l'avouer. Et quoi qu'il arrive, profitez de la vie tant que vous pouvez. Et à bientôt sur Limite. Je vous fais un check à tous les deux. Hop. Et un deuxième. Ciao tout le monde. Quelle est ta définition du réel ?